à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de me rendre au Japon, près de Sawara, à 1h30 de Tokyo environ, pour rencontrer Mehdi qui est producteur de saké. Je suis en fait partie au Japon à titre personnel pour des vacances et pour faire un beau voyage et j'ai pas pu évidemment résister à l'envie de découvrir une de leurs productions. Après des recherches qui ont été longues mais qui se sont avérées fructueuses, on a trouvé Mehdi, qui est un Français qui est installé au Japon depuis maintenant plus de 10 ans. Et en fait, il travaille aujourd'hui dans une brasserie artisanale de saké qui s'appelle Terada Onke. Alors vous le connaissez tous, le saké est la boisson traditionnelle du Japon. C'est un alcool qui est en fait issu de la fermentation du riz et Mehdi nous a amenés avec lui dans les rizières et puis il nous a fait visiter sa brasserie traditionnelle. C'était vraiment une expérience unique. Dans cet épisode, il nous dit tout sur le saké et la place essentielle qu'occupe cette boisson au Japon. Pourtant, sa consommation est en nette baisse et Mehdi va nous donner les raisons qui sont notamment liées à la culture des Japonais et à leur manière de travailler. Et justement, au-delà de ses explications sur le saké, j'ai profité d'avoir Mehdi au micro pour discuter avec lui des différences culturelles entre nos deux pays et son vécu. Comment s'intégrer dans une filière aussi traditionnelle sans parler la langue? Comment travaillent les Japonais? Quels sont les atouts et les faiblesses de leur modèle agricole? Il répond à toutes nos questions. Bref, j'en profite pour remercier ici vraiment sincèrement Mehdi pour cette expérience. C'était vraiment génial de découvrir tout ça. Allez, je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute! Bon, je pars chez Mehdi à Kozaki, c'est à 1h30 à peu près de train de Tokyo. Donc on est arrivé hier soir pour passer la nuit à Sawara et ensuite là on prend un train local pour 2 stations pour le rejoindre dans la ville où est sa brasserie. Allô ? Allô, vous êtes où? On est sur le quai, on arrive. On s'est installé des chaises à de suite. On sort. Ok, je suis en face. Parfait. À toutes. Salut. Ça c'est la tenue traditionnelle? Ouais, habit traditionnel. Trop stylé. Salut. Première fois qu'on rentre dans une voiture avec volant à droite. Ah, voilà. Il y a plein de rizières, hein? Ah ouais, bah y a que ça ici. Salut Mehdi. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir au Japon. Je suis trop contente d'être là. Surtout la salle où tu nous accueilles est magnifique. On va dire la vérité, on en est au 4e verre de saké. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter et nous expliquer justement où c'est qu'on est actuellement? Alors, je m'appelle Mehdi Alexandre, je suis né à Paris, j'ai 37 ans, j'ai fait des études de chimie, un peu de philo aussi, et puis la vie a fait que j'ai eu la chance de ne plus travailler au bon moment et j'avais envie de partir aussi un peu à l'aventure. Enfin, j'ai été très touché par le goût des sakés que j'avais bu en France, qui n'étaient même pas des très bons sakés, avec un peu de recul. Il y avait toute une image, aussi un fantasme, clairement, autour du saké et du Japon lui-même, dans lequel je m'y suis laissé aller aussi. Et donc je suis venu pour essayer de devenir brasseur, enfin pour déjà mieux connaître la boisson, essayer de participer à sa fabrication. Et là, voilà, ça fait 10 ans maintenant. Ouais, c'est incroyable. Mais il y a eu un déclic particulier ou... Parce que quand même, c'est quelque chose de... Ok, t'aimes le saké, tu trouves ça bon, d'accord, mais après de partir au Japon, d'y vivre, d'en faire ton métier pendant 10 ans,
Ça a été quoi le déclic? C'est une construction, enfin ça se fait petit à petit. D'abord, oui, le fait une fois d'aller au Japon, d'essayer, mais c'est un engagement au départ d'1 an, hein, c'est pas plus, ça va pas plus loin, donc ça ressemble plus à une année sabbatique qu'autre chose au départ. Avec quand même assez de volonté pour pouvoir aussi rentrer dans le métier, même si c'est sous forme la première saison que j'ai passée dans une brasserie, c'était que 4 mois, c'était une brasserie où on était 3 en fait, un couple et moi. Certes, ça nécessite une bonne dose de volonté, mais c'est pas non plus un si grand engagement. C'est un essai, c'est un premier essai. Et après, ça s'est construit et c'est devenu une carrière. Incroyable. Et alors là, tu peux nous décrire où on est? Alors là, on est donc on est dans la brasserie et plus particulièrement dans une pièce qui servait en fait à stocker les misos en fermentation. Donc le miso, c'est donc un mélange de sel, de haricots de soja et de koji, donc d'un ferment, qui est à la base de beaucoup de recettes et de produits japonais. C'est une pièce qui a 170 ans, en bois, avec une charpente. Il n'y a aucune vis, aucun clou en fait. Et maintenant, on s'en sert pour recevoir les gens, des petits événements qu'on fait avec les membres de la brasserie. Ouais, c'est vraiment typiquement japonais. On est assis au sol avec la petite table, le saké. On est vraiment trop bien. Et surtout, on a passé toute la matinée avec toi. Tu nous as fait le tour des rizières, de la brasserie. Donc, j'espère que je vais bien réussir à retranscrire tout ce que tu nous as raconté là dans cette interview et qu'on va bien sentir ta passion. Et je me rends compte que je me suis loupée déjà le début de l'interview parce que j'aurais dû te dire bonjour en japonais. Comment on dit déjà? On dit konnichiwa. Konnichiwa. Ah oui, voilà, konnichiwa. Bon, mais je te redis bonjour, konnichiwa. Voilà. Et tu peux nous décrire la brasserie, ce que vous faites comme activité, ce que vous produisez? Alors, c'est une brasserie qui a 350 ans, qui s'est déplacée à un moment particulier de l'histoire du saké aussi. Donc il y a 170 ans, qui s'est rapproché donc de la capitale, de la nouvelle capitale Edo, qui est Tokyo. Une grande partie de l'activité aussi du pays s'est déplacée à cet endroit-là. Ensuite, la cour impériale souhaitait que des brasseries qui aient un grand savoir-faire aussi soient dans des environs proches. Ce qui a fait qu'elle s'est marginalisée et qu'elle a développé des pratiques extrêmement particulières, c'est à la suite de la maladie du précédent patron. Du coup, il a souhaité faire quelque chose qui soit meilleur pour la santé, ou en tout cas qui lui semblait meilleur. Et donc, il a réorganisé toute sa production autour d'une agriculture biologique, de fermentation spontanée. Et donc, on a arrêté d'ajouter des levures dans les brassins. Cette brasserie, elle a son propre système immunitaire en fait, et tout est ouvert en fait, tout est soumis au vent, et donc voilà, on essaye d'aller au plus près de ce qui se faisait aussi il y a très longtemps. On cultive nos propres ferments, ce champignon-là qui sert à... Comment tu l'appelles déjà? Ce qu'on appelle le koji kin. Donc le koji, c'est le riz une fois inoculé. Alors, et le koji kin, c'est la moisissure en fait, cette moisissure noble. Et on cultive aussi cette moisissure. Donc ensuite, on a beaucoup aussi recours aux bactéries lactiques pour nos fermentations, un peu comme dans ce qui peut se passer dans le fromage et tout. Et toutes ces bactéries lactiques-là aussi, elles sont présentes dans l'enceinte de la brasserie. Donc, vous avez laissé faire la vie, quoi. Voilà, on a vraiment laissé la brasserie finalement se faire recoloniser par l'extérieur, et du coup elle s'est régulée et auto-équilibrée, et toutes les populations en fait de micro-organismes ils collaborent, ils vivent, voilà. Et tu me disais que ta brasserie, elle finalement au Japon, soit on l'adore et on adhère à cette philosophie, soit un peu on la déteste. Alors oui, mais en tout cas elle suscite quelque chose, quoi. C'est pas neutre.
Non, c'est pas neutre. C'est pas neutre du tout. C'est un ensemble de pratiques aussi qui vont avec ça. C'est de rapports entre nous, entre les personnes qui travaillent, un rapport au marché aussi du saké et à la façon dont on va communiquer. Puis à la fin, forcément, ça crée des sakés parce qu'on essaie d'utiliser de la matière la plus brute possible. Ce qui est complètement à contre-courant aussi des tendances actuelles qui consistent à beaucoup polir le riz, à usiner le riz, afin d'avoir des choses très aromatiques et très pures. Ici, on travaille aussi avec des riz non polis. Et du coup, ça donne des sakés avec beaucoup de caractère qui peuvent être, pour les amateurs de saké, quasiment imbuvables. Parce que ça sort complètement des codes et des profils aromatiques, mais auxquels ils sont habitués. Alors que nous, consommateurs français, là, tu m'as fait déguster plusieurs sakés. J'allais dire plusieurs vins, tu vois. Plusieurs sakés. Et c'est vrai que peut-être que c'est plus fait pour un palais occidental, non? Parce que nous, on les a trouvés bons, quoi. Et puis, c'était pas du tout, moi, l'image que j'avais du saké. Tu sais, j'imaginais ça plus comme un digestif qui te brûle bien, presque eau de vie, en fait. Et alors que pas du tout. On se rend compte... là, tu m'en as servi un, le dernier, il est hyper sucré, c'est presque un vin blanc moelleux, quoi. Quasiment, quoi. Alors, en effet, dans l'ensemble, n'importe quel saké, je pense, sort d'une image qu'on peut projeter si on n'a jamais si on n'en a jamais goûté, c'est-à-dire de cette eau de vie. Ce qui rentre dans la dénomination légale du saké, c'est quelque chose de toute façon, ça reste une boisson fermentée, donc c'est jamais proche d'une eau de vie. Mais après, à l'intérieur de cette famille de boissons fermentées, on peut aller vers des extrêmes, et justement de quelque chose de très évanescent, qui a énormément qui semble très pur, qui est très cristallin, à quelque chose qui va finalement être beaucoup plus robuste, charpenté, qui va avoir une acidité, une amertume vraiment, vraiment prégnante, aussi importante même que celle du vin. Donc oui, ici, vu qu'on est sur des choses complètement brutes, il y a moins d'affinage. Il n'y a pas un affinage très, très prononcé, ou en tout cas, l'affinage va se résumer à plus un vieillissement en cuve, en bouteille, que une sorte de réajustement des goûts par des mélanges de différentes cuvées. Ici, c'est ce qui ressort de la cuve qui a fermenté et qui a juste été mis en bouteille. Et c'est pas filtré, c'est quasiment pas dilué avec de l'eau non plus. On se retrouve avec des choses brutes. Tout n'est pas pasteurisé non plus, donc du coup, c'est des boissons très vivantes. Des fois, ça peut même ressembler un peu à des kéfirs ou du kombucha, parce que c'est plein de dépôts, de sédiments, de particules encore qui interagissent. On est assez proche du vin nature, et le maître brasseur est très sensible à ça. Il a passé beaucoup de temps dans les vignobles en Europe, il a été longtemps en Géorgie aussi. C'est celui qui prend les décisions. Le toji. Le toji. Celui qui prend les décisions par rapport à la production. Ouais. Et combien vous êtes ici à travailler ? Alors, on est 5 à la production et en tout une vingtaine d'employés dans la brasserie. Et les relations de travail au Japon, comment ça se passe ? Ça se passe bien, à partir du moment où on comprend aussi comment ça fonctionne. À l'intérieur du Japon, on est déjà dans un microcosme. D'ailleurs, je pense qu'en réalité, plus qu'une grande entreprise ou une multinationale japonaise, je pense que c'est en fait plus simple, parce que on est dans des si petites structures que les rapports humains sont privilégiés. Et après, c'est des rapports humains à travers le prisme de la culture japonaise. C'est particulier, mais moi, j'impose aussi une façon d'être et que eux acceptent et qui crée un enrichissement mutuel. Donc, et puis ça nous emmène vers des choses qu'on n'a pas forcément au départ prévues, mais c'est bien, c'est l'objet ou la définition de la rencontre, hein. C'est ce qui nous amène, ce qui nous fait dévier d'une trajectoire prédite, et qui nous amène vers quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément identifier au départ, et du coup ça donne lieu à des petites frictions, et en même temps c'est très stimulant intellectuellement, émotionnellement et tout,
voilà, de part et d'autre, quoi. C'est quoi les plus grosses différences que tu vois? Il y en a tellement. Mais enfin, peut-être le rapport au temps, en fait. Le fait pour nous, d'être souvent dans une planification, on a tendance à se projeter, alors qu'eux, ils accueillent un présent et les problèmes, ils vont les gérer sur le moment, alors que nous, on anticipe beaucoup trop et tout. Et donc, on n'est jamais dans une justesse par rapport aux problèmes. Total. Eux le sont plus, mais avec en même temps beaucoup moins de marge de manœuvre pour réagir. Ouais. Donc, Faudrait un compromis entre nous les deux. ouais, mais en fait, on voit bien que c'est pas possible et c'est marrant parce que du coup, ça donne lieu à toutes ces ajustements, ces petites confrontations et c'est bien. Mais toi, au début, quand t'es arrivé, parce que tu parlais pas japonais, là tu le parles très bien. On a passé la soirée ensemble hier. Parce que oui, on a été hyper bien reçus. Ça fait 24 heures qu'on est ensemble avant de faire ce podcast, je pense. Mais non, tu le parles. C'est impressionnant de te voir parler japonais. T'es très à l'aise. Mais au démarrage, comment tu t'intègres dans une brasserie sur du saké qui est hyper traditionnel? Comment ça se passe, quoi, de faire sa place là-dedans sans parler au début? Et pour comprendre ce qu'il faut faire. En fait, vu que l'ensemble des connaissances sont pas si théorisées que ça, et qu'on reste dans des structures où tout passe par, surtout en tout cas par la reproduction des gestes, c'est pas si compliqué de s'adapter. Il faut juste copier un peu au départ. Et généralement, la connaissance se transmet par des instants un peu où vraiment de fulgurance, où on capte un mot, où on va avoir la réponse à une question qu'on se pose, et du coup on peut faire le lien avec d'autres choses, et puis aussi c'est ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. On part au Japon en général, l'échelle de base pour finir par être considéré comme quelqu'un qui maîtrise son domaine, c'est 10 ans, quoi. Parce que finalement la transmission elle suit un rythme imposé qui fait que, évidemment, si tout passait par le discours et par une théorisation des connaissances, on pourrait aller beaucoup plus vite. Mais je comprends d'une certaine manière aussi que, et je pense que ça c'est aussi le cas pour peut-être les vignerons, en réalité, on parle de métier, de savoir-faire, on ne parle pas juste d'un corpus de connaissances. C'est un rapport au sens, c'est pouvoir mettre en connexion des pratiques et aussi un goût, un résultat gustatif. C'est aussi la maîtrise d'un environnement, de relations humaines. C'est pas quelque chose qu'on peut finalement incorporer ou maîtriser en peu d'années. Mais si on était juste sur la somme des connaissances théoriques, ça pourrait être plus rapide. Mais comme ici, on parle peu et que c'est un lieu d'expression des corps, plus que de la pensée, il y a une non-théorisation, quoi, clairement. Enfin, au Japon, il y a ce qu'on appelle les philosophes du néant, qui ont du coup conceptualisé un espace où il n'y a pas de concept et où du coup il n'y a pas de mots pour décrire. C'est un lieu d'expérience pure. Et en fait, dans le saké, on voit que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est dans une expérience pure, dénuée ou détachée des mots pour la qualifier ou la théoriser. Ça prend du temps d'évoluer dans cet espace-là. Il faut vraiment l'explorer systématiquement, un par un, geste par geste. C'est ça. C'est plus geste par geste. Ouais. Mais je comprends qu'il y a une partie d'un savoir-faire qui n'est pas théorisable, parce qu'on ne peut pas tout mettre par écrit et dire étape 1, étape 2 et tout transmettre par l'écrit. Mais est-ce que quand même, tu vois, c'est quand même fou qu'il n'y ait rien d'acté, ne serait-ce que pour avoir une production toujours de la... Tu vois, par exemple, je prends l'exemple du vin. Les vins, ils essayent toujours d'avoir un peu les mêmes cuvées, qu'on retrouve, tu vois, la touche du château, etc. Et pour ça, il y a quand même des process à respecter. Et ça passe aussi par de l'écriture, par de l'explication claire et nette, des mots. Est-ce que c'est quand même pas un frein au développement, voilà, cette non-conceptualisation, ce truc où tu dépends énormément des hommes, en fait, et s'ils partent, et si demain, tu as 3 salariés qui partent, il y a tout le savoir-faire qui part aussi. On est souvent face à ça. Et du coup, la brasserie prend des orientations un petit peu différentes. Et alors,
c'est extrêmement ici présent. Et alors le patron, enfin le maître brasseur dit que justement lui, il n'anticipe pas sur ce que la nature peut faire. Il se laisse en fait surprendre lui-même par ce que la nature peut faire, par les processus naturels peuvent faire. Et puis on en parle parce que souvent je me dis tiens voilà, on est une équipe de 4 des fois et puis on fait tous à notre façon les choses. On pourrait se réunir et puis à un moment se mettre d'accord sur une orientation un peu. D'un point de vue français, ça paraît une bonne idée. Voilà, mais en fait, ici, lui, il le voit comme quelque chose qui pourrait inhiber des possibilités. Ah, ok. Mais vous pourriez prendre le meilleur de toutes les On pratiques. pourrait prendre le meilleur mais en fait, c'est pas parfait ce qui se passe ici. On est bien d'accord. C'est juste, je le décris comme ça se passe. Ouais. Non, mais Pas c'est comme trop intéressant. pas comme un idéal. En tout cas, ça force à être dans un lâcher prise aussi. Et c'est Qui bien. nous manque à nous. Qui nous et manque, parce que sans du coup, doute. peut-être qu'on se laisse passer des opportunités aussi à tout vouloir cadrer, à tout vouloir C'est sûr, expliquer ouais. bien. Mais il y a d'autres brasseries qui ont des fonctionnements un peu plus rigoureux ou normalisés, avec plus de communication, avec quand même un peu d'écrit aussi. Par poste, on va avoir quelques polycopes qui vont être à jour, enfin réactualisés chaque année en fonction de pratiques qui vont changer. Mais on reste quand même dans un champ où il y a moins de discours et plus un travail, une action. Et oui, qui dépend aussi des hommes et donc des différentes personnes qui vont occuper les postes successivement. On est quand même, en fonction des brasseries aussi, on va passer par des stades de formation aussi, donc avec un senior, ce qu'on appelle un senpai au Japon, qui va nous former quand même. Mais malgré tout, le jour où le senpai est plus là et c'est nous qui devenons le responsable d'un poste, il y a toujours un filtre personnel qui va venir se mettre en place et qui va faire que les choses vont changer un peu. Et on dit de toute façon qu'à chaque fois qu'un toji change, le saké change de toute manière. Ça donne à cette boisson qui peut être des fois un peu trop figée une occasion d'évolution. Voilà. C'est pas plus mal. Sa réalité en termes de production est bien différente de sa description par la science qui existe. Il y a un espace scientifique de description, de recherche de cette boisson-là. Finalement, les deux espaces évoluent en parallèle. Du coup, il y a la théorie, il y avait les recherches d'un côté, puis en fait, Et il y a la pratique qui fait sa petite vie. Il y a nous qui sont complètement en silo, en vase clos, et puis on accepte un peu ce qu'ils nous disent, mais et puis de temps en temps, pour certaines brasseries, ils vont utiliser la levure du coin qui a été développée par le labo, mais il y a une résistance terrible à la modernisation, à la science dure en fait. Après, les équipements, bien sûr, ils se sont beaucoup modernisés d'une certaine manière. Ils se sont permis de faire du saké à des grandes échelles, en mobilisant moins d'hommes. Mais en réalité, il y a une résistance qui se fait parce que les pratiques sont tellement ancrées. Mais on en parlera après dans la minute économie du podcast, mais la consommation de saké diminue. Est-ce que c'est pas aussi par ce manque de... Alors, le mot que je vais employer va être sévère, c'est pas forcément celui que j'ai envie d'employer, mais de professionnalisation un peu, et du fait que chacun fasse son truc en silo, un peu comme il l'entend, et qu'il n'y ait pas eu de logique de développement, même à l'international, etc. Les causes de l'effondrement de la consommation de saké, elles sont vraiment multiples. Évidemment qu'il y a cet aspect-là qui a trait à la professionnalisation du métier. De toute façon, au départ, c'était des fermiers qui avaient moins de travail en hiver et qui, du coup, se reconvertissaient dans le saké parce qu'en hiver, c'était la saison propice pour en faire. Mais ça l'est toujours. Cependant, maintenant, avec tous les systèmes de thermorégulation, on peut en faire toute l'année. On peut faire des brasseries, des frigos immenses dans lesquels, en fait, les températures sont contrôlables, maîtrisables en tout cas.
l'effondrement de la consommation du saké, il est dû à une concurrence, déjà, une concurrence de d'autres boissons, qui ont fait en effet l'objet de recherche, de rationalisation dans leur production, qui font elles coûtent moins cher, On parle de la bière, par exemple. De la bière, oui, exactement. La bière, c'est une boisson qu'on peut faire dans des proportions immenses, à des coûts très réduits. Le saké, jusqu'à il y a encore quelques années, et même si vraiment, en termes de volume, on peut dire que ça reste une boisson qui est faite qu'au Japon. C'est pas ce qui se passe à l'étranger qui est assez résiduel ou qui change vraiment la condition du saké. Donc le saké, c'est une boisson qui est faite qu'au Japon, et il y a plus rien quasiment dans le monde qui est fait que dans un seul pays. Donc le saké souffre aussi de ce manque d'enrichissement de l'extérieur ou par différents points de vue qui pourraient faire que qui pourrait le dynamiser. Donc on reste sur une boisson typiquement japonaise qui a ses lacunes parce qu'elle est finalement pas répandue. Elle implique pas assez de gens. Au Japon, ça fait pas partie des filières qui fondent l'économie du pays, hein. Clairement. Même au Japon, ça reste si on compare avec le vin, qui lui implique 500 000, directement ou indirectement 500 000 personnes en France, le saké, on est à 2 chiffres en dessous, quoi. Quasiment, on est à 2 zéros en dessous, en fait. Donc les échelles sont pas les mêmes, les efforts, les investissements, tout ça et tout sont pas les mêmes. Donc forcément, il y a une stagnation aussi de ces techniques de production. Ensuite, c'est très concurrencé, donc par les autres boissons. Et tout ça, ça fait que ça génère pas les conditions pour professionnaliser. Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà. Et un autre truc, c'est la minute économie, hein, les auditeurs, vous l'aurez compris. Du coup, on l'a démarré, on est en plein dedans. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait un véritable phénomène de vieillissement de la population au Japon. L'âge moyen est passé de 39 ans à 48 ans maintenant. Et est-ce que le saké n'a pas souffert de ça aussi ? C'est-à-dire que c'est plutôt l'ancienne génération qui avait l'habitude de la consommer, qui est un peu à peu en train de disparaître malheureusement. Et la nouvelle génération n'a peut-être pas été forcément convaincue par le saké. Comment tu vois le truc là-dessus ? Non, ça c'est un des grands problèmes du saké aussi, oui. C'est que sa réalité, en termes de consommation, c'est des gens, c'est des petits vieux qui ont 60 ans et qui en achètent sous des formes qui sont pas du tout celles qui sont même pas, c'est pas des bouteilles, hein. Ça s'achète en 180 millilitres dans des supermarchés et puis et c'est eux, hein, qui consomment le saké. C'est eux. Après, c'est consommé dans les rituels, mais c'est plus un objet au service d'un rituel, que un objet de gastronomie, qu'une boisson gastronomique. Donc c'est ça aussi sa réalité au saké, c'est qu'il il a une valeur symbolique et donc une consommation symbolique. Bon, même s'il y a énormément d'efforts qui sont faits maintenant et qu'il y a quelques brasseries qui percent et tout, c'est pas... Et que à l'étranger, la boisson est de plus en plus identifiée comme étant quelque chose de bon et donc qui peut tout à fait accompagner les repas, qui peut être bu comme un vin. En fait, ça, c'est le haut de l'iceberg. Et puis cette tendance ne saurait inverser le mouvement de fond auquel le saké est sujet, hein. Il faut faire des efforts et prendre la contre-mesure de façon beaucoup plus forte si on veut inverser vraiment cette tendance. Mais ce qui nécessiterait de travailler en collectif, ce qui n'a pas l'air de forcément le cas dans la filière, de ce que tu nous décris. Ça nécessite des changements de paradigme très profonds, très très profonds. Et puis de toute façon, chaque brasserie
aussi la réalité économique de chaque brasserie, c'est qu'elles sont, pour la plus grande majorité, elles sont déficitaires. Sauf que c'est des familles qui possèdent un ensemble d'entreprises périphériques qui font que, en fait, elles maintiennent ça. Elles peuvent se permettre d'avoir des choses qui sont, de conduire des entreprises qui sont pas rentables parce que c'est tout à fait compensé globalement par le reste. Et donc, il y a finalement, est-ce qu'elle place pas tant d'espoir et en tout cas, elle ne mobilise pas beaucoup d'efforts pour faire qu'elle soit Ouais, parce qu'elles n'ont pas vraiment besoin au non, final. Non, en fait. non, c'est aussi beaucoup un problème de riche, ça. Par fierté, par tradition, par image. Donc, non, enfin, le saké va rencontrer une évolution qui le mènera peut-être à une disparition quasiment totale avant de renaître sur des fondements qui sont meilleurs. Il restera plus que peut-être quelques brasseries en fait au Japon et qui finiront par devenir un exemple aussi de modèle basé sur des critères viables et donc à partir de là une production pourra à nouveau renaître avec les bonnes pratiques quoi. C'est pas grave hein. Ouais, mais parce que déjà cette baisse de la consommation de saké, elle a quand même un vrai impact sur les réalités des riziculteurs et des brasseurs. L'amoindrissement, enfin en tout cas la réduction des productions a été compensée par quand même en tout cas des prix de vente plus élevés. On est sur cette pente descendante. Mais les Japonais s'en affolent ? Non, pas tant que ça. Non, parce que c'est pas. D'abord, il y a peut-être un déni aussi de ça. Et en plus, c'est dur à visualiser, même de façon macroéconomique. Et puis, de toute façon, ça se maintiendra, ça subsistera toujours parce que l'utilisation à travers les rites du saké se maintiendra quand même. Et puis qu'il y a quand même des efforts qui sont faits et qu'il y a des brasseries qui sortent du lot actuellement, qui se battent. La vôtre notamment, tu me disais que tu avais plus de demandes que de bouteilles à vendre, que vous refusiez des commandes actuellement. Oui, il y a le marché extérieur aussi, oui, qui peut par ses vagues successives et tout représenter une opportunité et puis et nous donner un peu de marge à la filière pour qu'elle se réorganise. Mais c'est tendu. C'est tendu. Et il faut pas confondre ce qu'on peut entendre actuellement du saké, de cette boisson qui surfe sur une tendance, qui est en train d'être découverte, qui fait l'objet de beaucoup d'intérêt, et sa réalité en termes de sa réalité économique. La communication autour du saké et sa vraie condition matérielle sont différentes. Et ça fait plusieurs fois que tu nous dis que le saké a une dimension sacrée, rituelle en tout cas. Et ça m'amène à la question de l'auditeur. C'est Julie qui te demande à quelle occasion les Japonais ils consomment du saké. Ils en consomment principalement à des moments de transition de vie importants. Ça peut être à des étapes de la croissance des enfants, 3 à 5 ans. Donc déjà, c'est un problème parce que souvent, on leur fait goûter une coupe de saké qui est même pas bonne. À 3 ans ? Ouais, mais en fait, c'est juste, ils trempent leurs lèvres. Ouais. Mais c'est une première... comme c'est pas des bons sakés, en général, c'est une première expérience qui laisse des souvenirs et qui éloigne, en tout cas, en général, les futurs adultes d'une consommation. Après, ça peut être, on partage toujours une coupe de saké au moment du mariage, aux funérailles, à l'intronisation dans une nouvelle entreprise. C'est une boisson qui symbolise ces passages importants de la vie. Il y a aussi une dimension divine. Parce que là, j'étais à Tokyo juste avant, j'ai vraiment de la chance, mais on était au temple Menji. Et il y a avant d'arriver au temple, il y a des tonneaux de saké où c'est des offrandes des producteurs de saké à l'empereur Meiji
qui est depuis décédé, mais que le peuple japonais vénère. Et donc les producteurs de saké offrent leur tonneau de saké. Enfin, et tu me parlais aussi que vous travaillez avec un temple un peu plus loin tout à l'heure. Il y a cette dimension-là aussi. Absolument, mais de toute façon, ça a été dans toutes les rituels shinto et tout, ça a été un des vecteurs de la relation entre les hommes et le divin. Dans l'échelle des offrandes, de valeur des offrandes, c'est celle qui revêt le plus justement d'importance, ou en tout cas de valeur. Donc oui, ça a été utilisé comme tel. Et puis de toute façon, la fermentation représente aussi quelque chose d'un peu divin. Au départ, en tout cas, c'était assez inexpliqué. C'était quand même c'est ce bouillonnement en fait de la fermentation. Il semblait assez exceptionnel, inexpliqué. C'est la boisson des dieux même. Alors oui, parce que justement. À travers le riz, de toute façon, la production de riz était quand même soumise à la bonne volonté des dieux. Donc la bonne conduite et l'obtention d'une belle production était quand même soumis à cette approbation, à cette volonté des dieux. Donc par conséquent, le saké qui en est un produit dérivé aussi. Et c'était une manière de remercier les dieux de nous avoir permis de faire, une bonne récolte. Donc oui. Mais on est loin du cliché de touriste que j'avais du japonais qui se saoule au saké le soir dans un bar, quoi. On n'est pas du tout dans cet usage-là, quoi. Plus maintenant, mais il y a eu dans les années 70, 60, il y a eu une démocratisation du saké qui a conduit à ces scènes-là, de personnes qui se saoulent au saké. Avant que la bière s'implante et tout, ça a été une boisson, ça a été la boisson du pays prépondérante au point de s'appeler l'alcool japonais. Donc c'est pas pour rien, c'est que sa consommation a été extrêmement large. Au départ, c'était une boisson de fête, de festivité, une boisson de cour, donc la boisson de l'élite, des samouraïs, de l'empereur, tout ça et tout. Et puis à un moment, clairement, grâce à la modernisation et au début de l'ère industrielle du saké, clairement, il y a eu une démocratisation. Et tout le monde a pu en boire, tout le monde pouvait en boire. Et la consommation a explosé avant de finalement rencontrer la concurrence, et puis l'épuisement de l'intérêt. Mais tu disais oui, c'est compliqué pour les brasseurs, pour les brasseries et les agriculteurs. Oui, de toute façon, clairement, les agriculteurs, de toute façon, ils vivent d'aide énormément, mais oui. Ils dépendent des commandes, certains dépendent des commandes des brasseries, et la baisse de production impacte les agriculteurs. Et justement, pour revenir à la base du produit, et d'ailleurs on aurait peut-être pu démarrer par ça, mais la discussion nous a mené ailleurs, mais est-ce que c'est le même riz qui est utilisé pour faire le saké que celui qu'on mange, ou est-ce que c'est des variétés de riz différentes ? On peut utiliser les deux, ça dépend de ce qu'on recherche en termes de résultats. Donc on peut utiliser des variétés de riz qui sont dédiées vraiment à la fabrication de saké, parce qu'elles ont des propriétés qui aident à l'obtention d'une quantité d'alcool par rapport à la quantité de riz utilisée, qui sont bonnes pour les brasseries. C'est très vaste comme débat. Bien sûr qu'il y a certaines variétés de riz qui sont connues pour être très facilement usinables, dont on peut retirer une grande partie du volume initial afin de garder qu'un cœur rempli d'amidon, et qui vont donner des sakés très aromatiques. Sauf que est-ce que c'est la condition sine qua non pour obtenir un bon saké ? Non, pas forcément en fait. Et du coup, il y a des variétés de table, de riz de bouche, qu'on n'a pas besoin de polir beaucoup, et qui peuvent être à la base de sakés qui sont extrêmement riches, voluptueux. Et après, c'est aussi le riz en lui-même,
plus on lui laisse sa typicité, moins on le travaille à la base, c'est-à-dire moins on le polit. Le polissage, du coup, c'est bien d'enlever donc, l'enveloppe qui est autour du riz pour garder que le cœur qui se veut théoriquement plus pur dans l'imaginaire en tout cas. Oui, alors qu'est-ce qu'on entend par enveloppe? Parce qu'on peut aller très loin dans le terme d'enveloppe. Si on enlève 50%, on a dépassé toutes les enveloppes. Ouais. En fait, les riz à saké ont cette particularité d'avoir un cœur, dans leur cœur, la concentration de l'amidon, et puis en périphérie, les minéraux, les protéines, les graisses. Et donc, et puis, bon, c'est un peu comme ça aussi pour tous les riz, mais les riz à saké, c'est assez bien, c'est précisément délimité et réparti. Et du coup, enlever tout ça va permettre d'avoir accès à ce cœur d'amidon, donc potentiellement à du sucre qui va être transformé en alcool. Mais en réalité, tout ce qui entoure ce riz et qui fait sa typicité peut participer au goût et produire des choses très riches. Ça dépend de ce qu'on veut. Voilà, ça dépend un peu ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut laisser l'aromatique s'exprimer davantage? Donc on va avoir dans ce cas-là du sucre et plus l'expression de levure, en fait, de tous les acides et les composés volatiles que les levures vont produire. Ou est-ce qu'on veut quelque chose de plus en bouche, qui a plus de goût donc? Et là, il faut se reposer sur les composants du riz. Et les composants du riz dans toute leur diversité. Ouais. Et pour parler des étapes de production du saké, donc vous fournissez le riz auprès des agriculteurs bio du coin. Ensuite, vous polissez le riz pour n'en garder que l'amidon, le cœur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, clairement, on ne polit pas beaucoup le riz. Et on travaille aussi justement avec du riz brun. Ça, c'est important de le souligner parce que on est les seuls à être aussi extrêmes dans la gamme des sakés qu'on présente. 80% du volume de saké qu'on produit, il est fait à partir de riz qui sont quasiment pas polis. Enfin, c'est vraiment un parti pris parce que d'abord le polissage c'est quelque chose de très énergivore. C'est dommage parce qu'encore une fois, on balaye toute la typicité des différentes variétés de riz, sachant qu'après 10 ans de production, je suis quasiment certain que les grands leviers qu'on peut avoir dans la diversification du goût se situent au niveau des variétés de riz elles-mêmes. Donc préserver l'intégrité du riz donne des sakés aussi différents. Et très intéressant en bouche. Donc oui, après on polit un peu le riz, on va le laver parce qu'il y a un résidu du coup qui se dépose autour, une sorte de farine en fait. Ensuite il faut le tremper, il faut le laisser se réhydrater un petit peu parce qu'on le cuit pas immergé dans l'eau, c'est de la vapeur qui vient au contact du riz et qui le cuit. D'accord, donc okay. c'est une cuisson qui est dite sèche. Et pour obtenir un riz suffisamment cuit, il faut absolument quand on parle de riz cuit, on parle du cœur qui se gélatinise. Il faut avoir quelque chose d'assez hydraté au départ. Donc c'est trempé, donc mis à laisser reposer dans de l'eau. Alors tout va dépendre du taux de polissage, encore une fois. Moins c'est poli et plus ça va avoir besoin de temps de trempage. Ça peut durer 15 minutes à une nuit entière, presque 24 heures. Et pour les sakés faits à partir de riz brun, on laisse le riz tremper 4-5 jours. Il commence plus ou moins à germer à ce moment-là. Puis donc c'est cuit, donc à la vapeur. Et après, le riz est affecté à différentes étapes. Donc il y a une partie qui va être utilisée pour être transformée en riz donc un petit peu sucré via l'inoculation d'un champignon qui va dégrader l'amidon. Donc là, en fait, vous mettez un champignon sur une partie du riz, il va se développer, ce champignon. Il va se développer, il va venir le coloniser à l'extérieur, en périphérie, à l'intérieur. Et en fait, via cette colonisation, il va produire des enzymes. Et c'est ces enzymes-là qui vont, comme ce que fait la salive,
qui participe à la prédigestion des aliments, en fait, à une dégradation partielle, et ben il va venir dégrader donc le riz. Et ça dégrade l'amidon ça et dégrade produire l'amidon du sucre. et ça produit du sucre, voilà. Qui est En gros, indispensable pour qu'après ça devienne de l'alcool grâce tout aux à fait, levures. exactement. C'est ça. Donc l'amidon, c'est un sucre très complexe et ces enzymes vont produire des sucres simples. Ces sucres simples, ils vont être assimilables par les levures, qui elles vont produire de l'alcool, tout à fait. Par une fermentation classique. Alcoolique, voilà, tout à fait. Ensuite, on va travailler à l'élaboration d'un pied de cuve, donc d'un petit brassin avec une concentration très élevée de levure. Donc, pour faire ça, on utilise des techniques vraiment très anciennes qui prennent 2 mois en moyenne. Et une fois qu'on a ce brassin avec cette concentration élevée de levure, qu'on a aussi encore plein en réserve de riz qui est inoculé par ce champignon, donc qui est une réserve d'enzymes, et ben, on met tout ça ensemble avec de l'eau, avec du riz juste cuit, et puis ensuite on mène la fermentation durant 30 jours à 2 mois, jusqu'à ce que le saké soit pressé. Et puis en fonction des cuvées, pasteurisé ou non. Après, il y a énormément d'autres techniques de fermentation, d'autres principes qui aboutissent à d'autres choses. Nous, on utilise vraiment un nombre de recettes ou de façons de faire très différents, assez importants. Ce serait dur à décrire et à imaginer, je pense. Mais Et tu me disais que très régulièrement, vous chantiez quand vous produisiez le saké. Ouais, alors oui, on a recours à la chanson aussi, pour mesurer le temps, pour s'accorder entre nous, pour aussi faire en sorte que le travail soit moins pénible ou ait une allure un petit peu différente aussi. Dès qu'on chante, on n'a pas la même posture, on a moins le dos voûté. Et en fait, des fois, pendant 20 minutes, quand il faut écraser du riz avec des piges, c'est plus agréable, c'est beaucoup plus attrayant de le faire en chantant. Et puis clairement, ça nous permet de mesurer le temps. Et chaque riz a un taux de polissage différent et donc va nécessiter un temps de broyage différent. Et donc la musique, la chanson va durer plus ou moins longtemps. C'est incroyable parce que c'est poétique parce que vous pourriez utiliser un chrono aussi. Ouais, on pourrait Et en fait, c'est magnifique un peu comme manière de faire, je trouve. Ça participe à l'éveil aussi personnel, à la sensibilité. Enfin, il faut trouver des champs d'expression aussi de la sensibilité ou en tout cas d'éveil à la sensibilité pour après créer une boisson qui elle-même va susciter des émotions. Enfin, donc que ça soit la cuisine, que ça soit la chanson ou plein d'autres domaines, en les faisant participer, on peut à la fin trouver des voies d'expression plus grandes. Et puis même, ça nous rend aussi contents, quoi. Ça nous rend vraiment heureux. Toutes les personnes qui arrivent, qui ne sont pas habituées à ça, finalement, on voit bien. À la fin, on se retrouve à chanter à d'autres moments, finalement, à s'entraîner comme ça dans notre coin. Et puis ça crée du lien. Ça crée du lien, une atmosphère. Puis on s'arrête même des fois, on s'arrête de travailler au milieu d'un truc. On laisse tout en plan pour un peu s'entraîner. Enfin, je veux dire, ça prend le pas même presque des fois sur le travail lui-même. Et c'est bien de s'autoriser ça aussi. Ça n'a pas d'impact réellement, à part sur peut-être un peu la productivité, le temps, le moment où on est censé terminer le travail. Mais... Puis on a eu la chance de voir que tu chantais très bien, puisque tu nous as chanté une chanson, et je la mettrai en bonus en fin de l'épisode. Voilà, mais c'était un grand moment. Et donc ensuite, est-ce que le saké se vieillit ? Ouais, clairement. Meilleure une chose est, mieux elle peut vieillir. Ça évolue et ça devient différent. Et ça accompagne d'autres plats. Moi, on est sur quelque chose de très aromatique
et plus finalement on a des possibilités de vieillissement. Tout ce qui est molécules aromatiques, ça, finalement, c'est très volatile, c'est très fragile et ça s'évapore. Alors que le goût, par les composants dits non aromatiques, mais qui ont vraiment du goût, par les particules, les sédiments, les acides, les sucres, les protéines, tout ça, les acides aminés, ça se réagence et ça marche très bien. Et pour vous fournir en riz, vous travaillez avec qui ? Donc nous, on produit les 5% du riz qu'on utilise. Et ensuite, on a un réseau d'agriculteurs qui travaillent tous en bio. Ça fait plus de 50 ans qu'on travaille avec les plus anciens, ça fait 50 ans déjà qu'on travaille avec eux. Donc c'est des générations antérieures. Donc là, on travaille avec les fils, petits-fils. Donc c'est un maillage de producteurs qui s'est développé et qui est sans doute un des capitaux les plus importants de la boîte, de la brasserie, parce qu'en fait c'est très dur d'obtenir du riz bio au Japon. C'est pas du tout la réalité de la culture de la filière du riz. Moi je pense réellement que ça a un intérêt en termes gustatifs. Le fait d'être avec ces gens-là, de travailler en partenariat avec eux et qui nous fournissent en riz, c'est très important pour la brasserie. C'est quoi le profil de ces agriculteurs, leur taille d'exploitation ? Tu peux nous raconter un peu comment c'est d'être agriculteur au Japon ? Il y a 2 exploitants qui sont sur 70 hectares à peu près, chacun. Et ensuite, sinon, c'est des couples, des familles qui ont moins de 10 hectares. En général, entre 4 et 8 hectares. Ouais, donc c'est tout petit. C'est tout petit. Pour info, j'en profite, mais la surface moyenne en France, c'est 70 hectares d'une exploitation. Et là, j'ai vu qu'au Japon, c'était 2 hectares en moyenne. Alors, il y a beaucoup plus d'agriculteurs. Ils sont 9,4 millions, c'est 7% de la population active japonaise, alors qu'en France, il ne reste plus que 400 000 et c'est 1,5% de la population. Mais donc là, on est vraiment sur presque un schéma d'agriculture d'antan, quoi. La petite exploitation, le modèle familial. Tout à fait, donc c'est pas rentable, ça suffit pas à pourvoir à leurs besoins, donc c'est des gens qui développent d'autres choses à côté, qui valorisent leur production, alors nous on essaie d'acheter plus cher aussi, on leur achète à des prix qui leur permettent d'être rentables vraiment. Les petits producteurs avec moins de 10 hectares, ils ont tous d'autres sources de revenus, et puis c'est des gens qui vivent très modestement aussi. Puis même pour le pays, je voyais qu'en termes d'autosuffisance alimentaire, entre les zones montagneuses dont tu nous as parlé, le Japon a beaucoup de montagnes et tu me disais qu'elles sont très abruptes, donc même avec de l'élevage ou quoi, c'est des terrains qui ne sont pas exploitables. Et que par ailleurs, les zones exploitables où ici, tu nous disais que c'est une des rares régions qui est plate et donc qui est exploitable au niveau agricole, au final, les exploitations sont petites. Donc, je voyais quand même que le Japon importait 62% de ce qu'il consommait, quand en France, c'est 20%. On se dit des fois, tu sais, quand c'est petit, c'est bien, mais là, on voit la limite du truc aussi à côté. C'est une limite géographique aussi, ouais. Donc ils n'ont pas le choix. En tout cas, ça fait que plein de petits agriculteurs n'ont pas forcément les moyens aussi de faire de la recherche, de développer des pratiques agricoles nouvelles. C'est plus ça le souci. Après, ils sont soutenus par l'État, encore une fois. Et c'est ça qui leur permet de vivre. Des voies d'acheminement des produits vers les consommateurs qui sont très balisées. Ouais. Il y a beaucoup moins il n'y a pas de système d'AMAP, de système de panier, de circuits vraiment courts et tout. Ouais. Il y en a, mais évidemment, il y en a toujours un peu, mais ça ne fait pas l'objet de pratiques harmonisées à l'échelle du pays, quoi. Ouais. Clairement pas. Et je voyais aussi que les agriculteurs étaient très touchés par le vieillissement de la population. Ils sont 70% ici, alors plus de 50 ans. Quand en France, c'est 33%, c'est un tiers. Et qu'en France, déjà, on est en panique de se dire mais qui va reprendre les exploitations, comment ça va se passer ? Et au Japon, je voyais que le phénomène était accentué. Ouais, je pense que c'est même pas vraiment ces chiffres. Je pense qu'ils sont, si tu parles de 70%, ils sont 70% à avoir plus de 65 ans même. Ah ouais ? Oui. C'est fou. Donc oui, il y a très peu de jeunes agriculteurs. Et c'est des exploitations qui vont être reprises ou est-ce que la nouvelle génération n'a plus envie de faire ça ? Non, ça reste en friche. Donc paradoxalement, il y a beaucoup de terres qui sont inexploitées, qui potentiellement reprenables et tout. Mais ouais, non,
les petits-enfants, les enfants, ils sont tous... Il y a un exode rural qui a touché le pays définitivement et donc, qui fait que, en tout cas, ouais, c'est pas repris. Très bien. Bon, et pour finir cet épisode, ça fait 10 ans que tu es dans le saké. Non, déjà, qu'est-ce que tu en as tiré personnellement et comment tu vois la suite ? Oh, c'était intéressant. C'était intense. C'est très intense, très intéressant, très... Ça m'a... Si jamais je rentre en France, je pense qu'il y aura un contre-coup à tout ça et puis je mesurerai peut-être, je réaliserai mieux l'effet que ça a eu sur moi. Et puis l'avenir, on va voir. La France te manque ? Ah oui, oui, bien sûr, absolument. Je pense que même ça conduit à aussi voir ce qu'il y a de très bien aussi chez soi, quoi. En France, c'est un contre-regard et tout, c'est super pour ça. Je sais pas. Bon, bah, qui sait peut-être qu'on refera un podcast pour de nouvelles aventures de Mehdi dans l'agriculture française, on verra ce que l'avenir nous dira. Bon, bah écoute, pour terminer cet épisode, je vais passer aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être investi dans le saké comme ça ? Bon, il y a eu plein d'épreuves. Il y a eu plein d'épreuves pour en arriver là. Il y a eu plein de moments où il fallait vraiment... rentrer dans une forme de déconstruction, faut accepter, faut... Et puis maintenant, enfin, je pense que je me sens très à l'aise dans cet artisanat, quoi, clairement. J'ai des bases, des fondements très solides par rapport à ça. Enfin, j'ai commencé à 28 ans, j'ai grandi en fait dans cet environnement, en fait, je me suis construit dans cet environnement et c'est quelque chose que je me suis approprié, donc... Enfin, je me sens en harmonie, en connexion profonde avec cette boisson, quoi. Mais d'où le fait que j'ai aussi beaucoup de facilité à la remettre en question, enfin, ou à la questionner, et puis peut-être ce pays aussi, d'avoir peut-être un peu intégré un bout de ce pays quand même en moi. Très bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis où il y aura du saké à table ? Eh ben, déjà, c'est une boisson qui se marie avec beaucoup de choses, qui est vraiment propice à l'association avec des plats un peu pimentés, avec du fromage, avec des œufs, il y a très peu de limites par rapport au vin d'association. C'est une boisson qui se boit à plein de températures différentes et qui va s'exprimer de façon à chaque fois particulière. Et puis au Japon on dit pas saké mais on dit nihonshu, donc l'alcool japonais. Voilà, donc Okay. En France on connaît le mot saké et puis vraiment il est rattaché indissociable de cette boisson là, mais en fait au Japon on dit vraiment nihonshu. Et si on dit saké au Japon, on va pas nous comprendre. Parce que ça veut dire alcool, non ? C'est tous ça les va- alcools, le c'est saké. tous les alcools. En fait. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et la dernière question, c'est où c'est qu'on peut suivre l'actualité de ta brasserie ou ton actualité à toi, peut-être sur les réseaux sociaux ou comme ça ? Alors oui, la brasserie elle est très active sur Instagram en Elle s'appelle- particulier. C'est c'est quoi le nom de Terada Honke. Ok. Comment ça s'écrit pour... Moi, j'ai Terada comme Terada en français Ouais. et Honke, Honke. Exactement. Et moi c'est Nomade Saké Breweur. Voilà, avec underscore entre les mots. Très bien. De toute Parce façon, que, je mettrai dans la voilà. descriptive de l'épisode les liens et ces noms-là. Bon, et ben, aligato, comme on dit ici, Ouais, c'est ça ? Doitashimashite. Ça veut dire merci. Et toi, tu m'as répondu quoi ? Bah de rien. Ah, ok, c'est long pour dire de rien. Non, mais mille merci pour ton accueil. Hier soir, Mehdi nous a invités au restaurant. On s'est régalé. On a passé une super soirée. Toute la visite aujourd'hui, c'était vraiment génial. On a passé un super moment dont on se souviendra. Merci pour tout. À bientôt.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.